Attention. Je vous présente brièvement la sorcellerie. La définition de la sorcellerie sort du mot lanceur de sorts. Donc il n'existe pas de sorcellerie positive. Ils sont accusés d'être des sorciers. Leurs parents les ont jetés à la rue. À Kinshasa, 5000 enfants tentent de survivre entre vol, violence et prostitution. Un document saisissant. On a tous une lame de rasoir planquée sur nous pour les bastons. Allez les gars, on se bouge. Pour tenter de leur venir en aide, John a dû sympathiser avec leur souteneuse pendant des semaines. Direction le Malawi. Dans ce petit pays d'Afrique australe, voisin du Mozambique, subsiste une pratique choquante, un rite qui s'apparente au viol. Des jeunes filles sont enlevées et contraintes d'avoir un rapport sexuel avec un homme qu'elles ne connaissent pas et qui est choisi et payé par leur propre famille. Le traumatisme engendré par ce rapport sexuel forcé est terrible, durable, et pourtant, selon cette coutume, il s'agirait là d'une forme de purification des jeunes filles. Devant l'horreur de ces viols institutionnalisés, certains osent désormais braver la tradition et tenter de changer les mentalités. Malawi, face aux hyènes, c'est un reportage de Clélia Bénard et Sophie Val pour France 24. Elle est déjà mère d'un garçon de 9 mois. Son enfant est le fruit d'une relation forcée. Et Chifuniro n'a pas oublié cette nuit. On m'a emmenée de nuit, par surprise, dans une chambre. On m'a masqué le visage pour que je ne puisse pas voir ce qui allait se passer. Et puis un homme est entré dans la pièce. Il a commencé à me toucher. Je me suis débattue. À ce moment-là, une vieille femme m'a dit que je ne devais pas résister. Elle a dit que c'était notre culture et qu'il fallait l'accepter. J'ai vécu ça comme un viol. Chifuniro a été victime d'un viol. Ce rapport forcé, c'est un rituel accepté par les aînés. La coutume ne se pratique pas dans tout le pays. Mais ici, dans la région sud du Malawi, elle est très courante. Dès leurs premières règles, les jeunes filles doivent passer la nuit avec un homme désigné par leurs parents. Chifuniro est encore traumatisée par cet abus sexuel. Elle a le sentiment que son enfance a été volée. Je ne suis pas heureuse aujourd'hui parce que j'ai été expulsée de l'école. Tout ça à cause de ma grossesse. Depuis, j'ai l'impression que c'est tout mon futur qui est condamné. Aujourd'hui, l'adolescente vit avec ce secret, car l'initiation est un rituel caché, un sujet tabou dont on ne parle pas. Seuls les initiés savent exactement ce qu'il s'y passe. Les hyènes, c'est comme ça que l'on appelle les hommes chargés d'avoir des rapports sexuels forcés avec les fillettes. Ils agissent la nuit pour préserver leur anonymat. Il est presque impossible de les rencontrer. Mais pour évoquer ce sujet interdit, la parole reste difficile. Une hyène est un homme qui a été choisi par la communauté pour tenir ce rôle, pour les purifier. Purifier les jeunes filles après leurs premières règles, c'est le rôle de la hyène. Et cela passe par un rapport sexuel non protégé et forcé. Mal à l'aise, l'homme l'admet à demi-mot. Les filles ne sont pas heureuses de le faire, c'est vrai. Elles le font parce que c'est la coutume. Plus étonnant encore, pour passer la nuit avec une fillette sans son consentement, la hyène est payée. C'est un travail dont je suis fier. Et je suis payé pour. Par nuit, je peux gagner jusqu'à 10 000 kwacha. 10 000 kwacha, soit environ 11 $. Une somme importante. Dans le pays, la moitié de la population vit avec moins de 1 $ par jour. Mais les rituels ne s'arrêtent pas là. Avant de rencontrer la hyène, les fillettes doivent passer par un camp d'initiation sexuelle. Ces camps sont organisés par les doyennes des villages. Ces femmes le pratiquent encore aujourd'hui dans leur district. Pendant plusieurs jours, elles réunissent les adolescentes pour les préparer à leur futur rôle d'épouse. Exceptionnellement, ces doyennes ont accepté de nous faire une démonstration d'une partie de cet apprentissage.
Les doyennes miment l'acte sexuel et elles encouragent les fillettes à suivre leurs mouvements. Tout est fait pour leur montrer comment satisfaire un homme. Le plaisir de la femme est, lui, passé sous silence. Ces danses servent à apprendre aux filles ce qu'il faut faire au lit. Sinon, si on n'apprend pas ça aux filles, ça se passera mal avec le mari. On leur montre ce qu'il faut faire quand l'homme est au-dessus. Il ne faut pas qu'elle reste immobile, c'est important. Nous n'en verrons pas plus, car les doyennes tiennent à garder secret le reste de cette tradition. Ce rite se transmet de génération en génération. Et si les vieilles femmes ne l'ont jamais remis en question, c'est que d'après elles, il les protège de graves maladies. La chef, elle aussi, veille à la préservation de ces coutumes. Car elle en est convaincue, les filles qui ne les suivent pas courent un grand danger. Les filles qui ne rencontrent pas la hyène peuvent développer des maladies respiratoires ou des maladies de peau. Les parents aussi peuvent tomber malades. Et moi aussi, en tant que parent et chef du village, je peux tomber malade. Cela peut arriver, j'en suis persuadée. J'ai entendu dire que des gens sont tombés malades en choisissant de ne pas suivre notre tradition. Il est bien sûr impossible de vérifier l'existence de ces maladies. Mais il y a bien une épidémie qui sévit au Malawi, le sida. Selon la chef Mtolo, pourtant, il n'y a aucun lien entre les relations forcées et le virus. Pour elle, pas de doute, l'initiation protège le village des maladies et ne propage pas le VIH. Non, le sida n'est pas transmis de cette façon. Vous ne pensez pas que la pratique des initiations avec les hyènes et le sida sont liées? Non, il n'y a aucun lien entre les deux. Pourtant, certaines hyènes ne cachent pas leur séropositivité. C'est le cas de cet homme qui a lui aussi accepté de témoigner. Il veut parler à visage découvert, mais pour sa protection, nous avons préféré cacher son identité. Il est hyène depuis 8 ans et ce qu'il révèle est encore plus terrible. Est-ce que vous avez fait le test du sida? Oh oui, je l'ai fait. Et quel était le résultat de ce test? Eh bien, j'ai fait le test, c'était il y a quelque temps déjà, et le résultat, c'est que je suis séropositif. Est-ce que vous savez que vous pouvez transmettre le sida aux petites filles avec qui vous avez des rapports sexuels? Oh oui, je sais, mais c'est comme ça, c'est notre coutume. Au Malawi, 10% de la population est séropositive. Et la situation est encore plus grave dans le sud du pays. Ici, 16% des habitants sont infectés par le virus. C'est pour cela que l'État a pris la décision de lutter contre cette coutume il y a déjà 10 ans. J'ai aussi été initiée. C'était il y a longtemps, dans les années 60. J'étais jeune, j'avais 10 ans, et c'était affreux. Je n'ai pas compris ce qui se passait. J'étais trop jeune. Aujourd'hui, mon message est clair. Les adolescentes ne doivent plus passer par les hyènes. Tout le district est désormais d'accord là-dessus. Même si cela doit se jouer à 10 contre 1, je me battrai contre ces rites, jusqu'au bout. Depuis, elle est devenue chef de district et elle prend désormais sa revanche. C'est elle qui juge et sanctionne ceux qui font perdurer ces mauvaises pratiques. Les mauvais initiateurs sont appelés à venir jusqu'à moi. Ils viennent ici, je les rappelle à la loi et la plupart du temps, ils doivent payer une amende. Selon elle, les résultats se sont déjà fait sentir depuis 2 ans. Les hyènes ont disparu de son district. Les mentalités sont en train de changer
Et c'est aussi grâce au travail des associations sur le terrain. Rapport d'Amnesty International, l'ONG livre le témoignage glaçant de 63 victimes, des femmes, des jeunes filles même prises de force, mutilées, humiliées dans la région du Tigré, c'est dans le nord de l'Éthiopie. Le viol encore et toujours comme arme de guerre, des pratiques bien établies au sein de l'armée fédérale éthiopienne, des forces érythréennes, mais aussi des milices Amara. Donatella Rovera, responsable des situations de crise à Amnesty, elle répondait aux questions de Célia Caracena. Ces atrocités ont commencé dès le premier jour du conflit, qui ont été commises tout au long du conflit, partout dans la région du Tigré et par toutes les forces qui opèrent dans cette région pour le biais du gouvernement éthiopien. Donc l'armée éthiopienne, les milices Amhara qui opèrent en soutien à l'armée, et les forces érythréennes qui prêtent main forte aux forces éthiopiennes dans ce conflit. Donc on ne peut pas parler de quelques soldats ou de quelques commandants qui auraient dépassé les ordres, qui auraient agi. Ce n'est pas des cas isolés, c'est des pratiques bien établies de la part de toutes les forces impliquées et sur la durée et partout. Je me suis rendue moi-même dans les camps des réfugiés à l'est du Soudan, dans tous les camps, où j'ai pu interviewer un nombre de femmes et des filles survivantes de ces viols. L'étendue géographique et la durée de ces atrocités ne laissent pas de doute, d'une part, que ça a été une stratégie d'utilisation du viol comme arme de guerre, que cela constitue crime de guerre et que cela pourrait aussi constituer crime contre l'humanité. Ce fut une épouvantable guerre civile avec des enfants soldats drogués, du cannibalisme, des mutilations, des viols, des massacres, 15 années d'atrocités, des centaines de milliers de morts et de déplacés. C'est ainsi que Monrovia, la capitale du Libéria, est entrée dans le XXIe siècle. Tout commence en 1980 avec les injustices et les discriminations du président William Tolbert. Son règne va mal tourner. D'abord, les émeutes de la faim, puis le coup d'état sanglant du sergent Samuel Doe, le président éventré, 13 de ses ministres fusillés sur la plage de Monrovia. Dans cette république fondée en 1847 par des esclaves libérés noirs américains, Samuel Doe est le premier à offrir le pouvoir aux autochtones africains. La revanche viendra en 1989. Charles Taylor et son Front national patriotique vont plonger le pays dans la guerre civile. Il s'agit d'un soulèvement populaire. C'est ça que le public français doit comprendre. Ce n'est pas un coup d'État militaire, non. Ce sont des gens du peuple, des gens ordinaires qui se soulèvent. Il n'y aura pas de conseil militaire à la tête de l'État une fois que nous aurons pris le pouvoir. Ce sera similaire à votre grande révolution avec Lafayette et tous les autres qui ont remis le pouvoir au peuple. 10 ans après son coup d'État, Samuel Doe est à son tour exécuté. Mais les rivalités seront d'une rare barbarie avant que les forces de Charles Taylor prennent le contrôle de Monrovia. Tacticien féroce et obstiné, Taylor arrachera la signature d'un traité de paix et la victoire aux élections présidentielles de 1997. Triomphe éphémère, d'autres groupes rebelles reprennent bientôt les combats au nord puis au sud. En 2003, Monrovia est assiégé et Charles Taylor encerclé. Sous la pression internationale, il fuira le pays.
250 000 morts dans 2 guerres civiles. Il n'y avait aucun gouvernement, aucune loi, aucun espoir. On tuait les gens pour s'amuser. Les femmes enceintes étaient éventrées, juste parce que les combattants voulaient savoir si l'enfant qu'elles portaient était un garçon ou une fille. Beaucoup d'hommes, au Libéria et en Afrique, ont l'habitude de battre leurs femmes. Alors nous essayons d'expliquer aux gens que cela est mal. Voilà le genre de message que nous transmettons à travers le pays. La guerre a laissé une capitale exsangue. Pas d'eau courante, peu ou pas d'électricité, un chômage endémique. À Monrovia, 1 million d'habitants, on vit souvent avec moins d'1 euro par jour. Mais la paix reste précaire, car dans tous les foyers, la violence a frappé. Thomas, le comédien, a beau éduquer ses enfants dans le culte du pardon, il n'oubliera jamais son fils de 17 ans, tué par des rebelles. Ils ont ouvert sa gorge comme ça. Avec le couteau, ils ont arraché son cœur. Ils l'ont découpé en morceaux et ils les ont répartis entre les combattants. Selon eux, c'était une sorte de potion pour accroître leur pouvoir. Ces crimes n'ont pas été jugés. À Monrovia, victimes et bourreaux vivent dans les mêmes quartiers. Cet homme qui combattait sans vêtements était surnommé le général Butt Naked, le général cul nu. C'est son groupe qui a tué les fils de Thomas. Je lui ai pardonné, car il compte parmi tous les assassins qui ont éventré nos enfants, violé nos femmes. Mais lui a décidé de reconnaître ses fautes. Il a choisi de raconter la vérité. Il a dit qu'il ne méritait pas de vivre. Le général Butt Naked est devenu pasteur évangélique. Son charisme de chef de guerre, il le met au service de la foi. Butt Naked a avoué des centaines de crimes, mangé de la chair humaine, recruté des enfants soldats. On peut utiliser cet instinct, ce moment critique où ils sont en manque, pour leur faire n'importe quoi. C'est ce qu'on faisait lorsque nous étions en guerre. Parfois, quand nous montions au front, on leur montrait de la drogue et on leur disait « Prenez ces positions et on vous donnera de la drogue ». Alors ça me fait mal quand je vois tous ces seigneurs de la guerre, tous ces généraux, certains d'entre eux bien placés au gouvernement qui considèrent ces gars comme des personnes jetables. Ça me fait mal parce que c'est grâce à ces jeunes qu'ils sont arrivés là où ils sont. Lorsque les temps ont changé, il y a environ 1 an, des rebelles sont venus et ont tué mon mari. Ils l'ont coupé en morceaux et l'ont mis dans un pot de haricots. Mes enfants étaient si jeunes qu'ils ne savaient pas ce qu'il se passait. Donc ils sont venus, ils ont mangé les haricots dans le même pot et ont apprécié le goût. À partir de là, ils ont développé des tremblements corporels ainsi que d'autres signes vraiment étranges. C'était à l'époque où toute cette région n'était pas sûre. Il y avait beaucoup d'insécurité à cause de la guerre. Cela laissait place aux rebelles qui menaçaient de tuer des gens sans raison, juste pour le plaisir. Ce jour-là, des rebelles avaient prévenu qu'ils allaient venir à la maison. Je pensais bien peut-être aller ailleurs, mais le père ainsi que les enfants ont insisté sur le fait que tout irait bien. Le père était toujours optimiste. Il a toujours pensé que tout ira bien et que rien ne pourra nous arriver. Au bout de quelques heures, des rebelles sont arrivés dans la maison où était mon mari, ont cassé la porte et les fenêtres, puis sont entrés de force. C'était la fin de sa vie. Ils l'ont tué, l'ont coupé en morceaux, puis ont laissé la tête dans la casserole remplie de haricots. Le lendemain matin, quand nous sommes revenus à la maison, on a retrouvé les portes brisées. Tout était foiré et des choses étaient manquantes. Puis on a retrouvé sa tête dans le pot de haricots. Les enfants étaient tellement affamés qu'ils ont commencé à se nourrir de ces haricots. Ils étaient trop jeunes pour se rendre compte que leur père était mort.
Ces jours étaient les pires en raison des révoltes à tout moment. On ne pouvait pas dire adieu à nos proches d'une façon honorifique. Même avoir une barrière pour se protéger n'était pas possible en raison du génocide. Du coup, après avoir vu tout ce qui s'était passé, je suis tombé dans un coma pendant quelques jours. Me réveillant du coma, ils avaient enterré leur père avec ce pot plein de haricots. Pendant ce temps, de nombreuses autres personnes sont mortes et de nombreuses propriétés ont été vandalisées et détruites. Pauvre mère dit qu'avant cette horrible journée, ses enfants étaient normaux, ils n'avaient jamais souffert d'aucune maladie depuis leur naissance. Après cela, ils n'ont plus jamais été les mêmes. Ils ont été affectés par ce qui s'est passé et bien sûr par ce qu'ils ont consommé. Les deux parlaient normalement au début et petit à petit, la fille a commencé à bégayer puis elle a cessé radicalement de parler. Son corps tremble tout le temps et elle n'a pas d'endurance. Elle n'est pas stable, elle ne peut pas faire un seul pas d'elle-même. Tout ce que nous faisons, c'est l'aider à marcher. Elle ne peut rien faire sans un soutien supplémentaire. Après avoir visité des médecins et des experts, ils nous ont dit que ces enfants souffrent du kourou-kourou. Le kourou-kourou, semblable à la crise de la vache folle, est une maladie qui ne survient que rarement, voire jamais. Elle provoque des détériorations neurologiques et physiologiques qui conduisent finalement à la mort. Le kourou-kourou est causé par des protéines infectieuses trouvées dans les tissus cérébraux humains contaminés. Elle a donc été découverte en Papouasie-Nouvelle-Guinée chez des personnes qui pratiquaient une forme de cannibalisme dans laquelle ils mangeaient le cerveau des personnes décédées dans le cadre de rituels funéraires. Je vous présente brièvement la sorcellerie. La définition de la sorcellerie sort du mot lanceur de sorts. Donc il n'existe pas de sorcellerie positive.